puis le dernier volet, c'est un volet qui est devenu sécuritaire, un volet qui touche indistinctement les hommes et les femmes, mais plus particulièrement les hommes, qui sont construits comme un danger pour la sécurité nationale. Et à travers eux, on atteint leurs familles et leurs enfants, et c'est ce qui fait l'objet de toutes les politiques de lutte contre la radicalisation. Et par radicalisation, la plupart du temps, lorsqu'on regarde les marqueurs de cette radicalisation, on voit que ce sont de simples marqueurs de pratiques religieuses. Prier à la mosquée, c'est un signe faible de radicalité. Dire Bismillah, porter une barbe, ne pas manger de porc, s'abstenir d'écouter tel type de musique ou bien de la musique de manière générale, c'est devenu des signes de radicalité. Ne pas faire la bise, c'est un signe de radicalité. Et donc on voit des choses ou des pratiques qui, dans la vie de n'importe qui d'autre, seraient perçues comme des pratiques anodines, qui ne prêtent pas à conséquence. On n'est pas obligé de s'embrasser les uns les autres et on ne se respecte pas moins pour autant. D'accord ? Et ces pratiques-là qui sont anodines le reste du temps, lorsqu'on parle des musulmans, elles vont être construites comme un problème. Et ça, au fur et à mesure, ça influence et ça impulse la manière dont le gouvernement se comporte vis-à-vis de ses citoyens de confession musulmane. Lorsqu'en 2019, on a des équipes de fonctionnaires qui sont là pour répondre à des délations de musulmans, lorsqu'on a dans des dispositifs institutionnels, dans la police, dans l'éducation, dans la santé, des dispositifs de surveillance des enseignants musulmans, des policiers musulmans, des soignants musulmans, on passe une digue, on passe un niveau où l'État lui-même va nourrir vis-à-vis de ses citoyens, qui sont ses citoyens, qui ne sont pas des citoyens étrangers, qui sont ses citoyens, qui sont son peuple, au service de qui il est censé être, il les construit comme une menace, et c'est ça qui acte une forme d'ancrage institutionnel qui devient structurel. Plus on gérera les musulmans comme une menace, plus on les construira comme une menace, plus l'État non seulement sera en train de discriminer une partie de sa population, et dans le même temps fragilisera la sécurité nationale. Parce qu'il viendra légitimer le discours en face au sein de groupes terroristes qui construisent les États européens comme des gens qui sont des oppresseurs de musulmans. Et au fur et à mesure, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui font tout ce qu'ils peuvent pour leur donner raison. Moi, j'aime bien regarder les différentes variantes d'islamophobie, parce qu'autant se divertir, autant en rigoler à un moment donné. Et donc c'est comme les X-Men, mais en foireux, quoi. Donc on a tous les types. On a l'islamophobe qui se prend pour Charles Martel, et il croit que dans les supermarchés, quand il va ranger le jambon dans le rayon halal, il y a un musulman qui va le manger, il va se transformer. Ah, et tout, j'ai été atteint par des jambons, ils m'ont eu, tu vois, je me couche. Il y a l'islamophobe qui assume complètement qu'il est dans la délation. Et le gars, son travail, c'est à longueur de journée, il répertorie des restaurants halal, ou des endroits où il y a de la viande halal, ou des endroits ou des piscines où les gens peuvent se baigner, et à la fin, ça devient rigolo. On dit, ouais, bah, fais un annuaire halal, franchement, tu nous rends service. Au moins, on sait qu'on peut manger à tel endroit, aller se baigner à tel autre. Il y a l'islamophobe de gauche sympa, qui essaie de t'expliquer de manière la plus bienveillante que t'es pas le bienvenu et que t'as un problème. C'est celui qui va voir la sœur, ça va, t'as pas trop chaud avec ton foulard, franchement, je sais pas comment tu fais, t'es tellement jolie, c'est tellement dommage, ou bien qui t'explique à toi, franchement, maintenant tu pourrais faire un effort quand même d'intégration pour... mais au bout d'un moment, t'as envie de leur dire, mais juste occupe-toi de tes affaires, quoi. Moi, je te demande pas si tu vas fumer une clope ou bien lire un bouquin pendant ta pause, ou manger du Justin Bridou. À la limite, kiffe ta life, profite de ta vie. Moi, j'ai envie de me recueillir ou de prier pendant mes 5 minutes de pause ou mes 10 minutes de pause. En quoi ça te dérange? Et plus encore, en quoi ça te regarde? S'il y a une activité pour toutes les mamans de l'école, c'est pas un problème qu'il y ait les mamans musulmanes qui participent. Au contraire, tous les mamans et les papas, ils se retrouvent avec les enfants, on partage un moment ensemble. Donc, cette idée-là que, par bienveillance, on va exclure, elle est vraiment très spécifique à la gauche. Là où les racistes d'extrême droite, eux, ils assument, et on peut leur reconnaître une certaine forme d'honnêteté, que on vous déteste pour ce que vous êtes. On veut pas des Noirs, on veut pas des Arabes, on veut pas de musulmans, on veut pas de Roms dans notre pays. Au moins c'est cash, c'est franc. On peut avoir une confrontation politique ou discursive ou idéologique ou autre. Et puis il y a dans les médias et dans les politiques des gens qui agitent le spectre islamophobe pour des raisons très calmes, très objectives.
publier un bouquin islamophobe, on peut raconter ce qu'on veut, ça va vendre des dizaines, parfois des centaines de milliers d'exemplaires. Et c'est ça qui explique par exemple qu'Éric Zemmour a été condamné à plusieurs reprises pour racisme et désormais pour islamophobie, et il continue à être invité par des gens qui expliquent « Mais non, mais on essaie de donner la parole à tout le monde ». Pourquoi on ne donne pas la parole aux pires racistes, aux pires antisémites, aux pires négrophobes, aux pires sexistes, puisqu'on en est là, puisque tout ce qui compte pour vous, c'est de faire de l'audience? Pourquoi on ne donne pas la parole à des pédophiles? Pourquoi on ne donne pas la parole à des gens qui veulent exterminer des musulmans, des noirs, des arabes, des indo-pakistanais ou autres? Puisque la seule chose qui compte pour vous, c'est de vendre des bouquins et de capter de l'audience. Puisque vous n'avez plus le SMIC de la dignité journalistique, le SMIC de l'intégrité professionnelle, allez au bout de votre démarche. Donc il y a bien un intérêt pour une classe de journalistes ou pour une classe de polémistes à se signaler explicitement sur le terrain de l'islamophobie, et c'est ça qui explique que des journaux, de manière cyclique, tous les 3 mois, font leur une sur les musulmans. Que pensent les musulmans? L'invasion musulmane, le péril islamiste, et ainsi de suite, parce que à la fin, ils n'ont pas de moyens de vendre des journaux autrement qu'en faisant ça. Ok, bah dites-le explicitement, on va faire une collecte, on va ouvrir une cagnotte pour vous, ça vous évitera de nous causer du tort et de légitimer l'exclusion de nos enfants, de nos épouses, de nos parents, de nos frères et sœurs. Et comme ça, on se rend service mutuellement. Moi, j'ai pas de problème. On vous fait déjà la charité, puisqu'on participe au fonds de cotisation d'aide à la presse dont vous bénéficiez. Bah, autant l'assumer. Et puis sur le plan politique, il y a cette idée que, en étant islamophobe dans le discours, on va capter le vote raciste. Et ce vote raciste-là, il est consistant et il est significatif en France. Donc des gens qui sont en panique générale à la vue d'un foulard, c'est aussi des gens qui votent. Et donc tant qu'il y aura cette incitation rationnelle au fait de dire « si je balance une sale phrase sur les musulmans dans le discours, il y a des gens qui vont m'élire pour ça », tant qu'il y aura cette incitation-là, tant qu'il n'y aura pas une punition électorale pour ce type de discours et pour ce type de comportement, ils continueront à le faire. Et à ce moment-là, on est obligé de faire une dédicace à Manuel Valls et à Jean-François Copé. Ils ont été deux des icônes à gauche comme à droite qui ont le plus agité le discours islamophobe, et ils ont payé le prix électoral et politique pour ça. Donc à un moment donné, on voit que il faut changer de discours, et malheureusement, on n'est pas encore à une étape où l'ensemble de la classe politique a compris ça, et c'est pour ça qu'ils continuent à se comporter de telle manière.